Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et je suis aujourd'hui avec plusieurs personnes qui vont parler d'elles. Mais Un avant écho. tout, j'ai un écho. Alors C'est c'est parce moi que alors. tu as ton Non. live Ouais. d'activer. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va parler en fait du comment on va créer une culture craft dans sa boîte, on va partir pas mal de nos expériences. Et du coup, avant tout, je vais vous laisser peut-être vous présenter. Du coup, aujourd'hui, on a Charles. Bonjour. Je me présente rapidement. Charles Boutaz, donc je suis développeur depuis plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je suis lead dev chez un éditeur qui s'appelle Energy Pool. Avant ça, j'étais un dev, formateur, je fais un peu d'accompagnement craft. Euh, Ma petite histoire en 2 mots, en 2011, je découvre l'agilité. J'organise mon premier coding dojo en 2012. Après, je rejoins des équipes qui sont très matures sur l'extreme programming, l'agilité, etc. Après, je rentre dans les communautés, le Jug à Lyon, une conférence qui s'appelle Mixit à Lyon. Et puis, je lâche pas l'affaire. Le craft, l'agilité, ça reste mes centres d'intérêt principaux depuis. Voilà. Peut-être tu veux te présenter Laurent? Ok, donc moi je suis Laurent Gauthier-Lapeyre, développeur depuis 15 ans maintenant. En termes de craft d'agilité, j'ai découvert ça plutôt il y a 8 ans à peu près. En termes de scope, je suis plutôt dans le delivery, donc plutôt dev. Ça m'arrive de faire du coaching. Je suis aussi animateur de la communauté craft de Paris, enfin de la, on va dire du meet-up Software Craft, parce que il y a quand même plein de petites entités à Paris. C'est un petit peu différent de ce que vous avez à Lyon. Donc voilà. Sinon, ça fait 1 an que je suis dans une ESN qui s'appelle Saikoda. Donc après, les clients, bon, je vais changer, donc c'est rien de présenter mon client actuellement. Mais voilà. Ça marche, je vais passer à Hippo. Ouais, donc Hippolyte Dury. Moi, je travaille chez Hippon Technologies à Lyon depuis plus de 8 ans maintenant, avec Cédric et Anthony. Là, je travaille actuellement dans une startup qui s'appelle Fairplayer. Nikon est là, le logo. Donc, je vous parlerai un petit peu de comment on a pu mettre en place une culture craft dès le début dans la boîte. Et je pense qu'on pourra reparler aussi de mes expériences précédentes, notamment avec toi, Anthony, sur pareil, la création d'une startup plutôt dans le monde des néobanques cette fois. Et moi, j'ai pas mal découvert le craft grâce à Anthony il y a 5-6 ans, on va dire, avec les expériences avec Anthony et Colin aussi beaucoup. Voilà. Et du coup, je vais me présenter, comme ça je laisserai la main pour Cédric pour un peu introduire. Donc, moi, je m'appelle Anthony. Comme toi, j'ai bossé un peu avec Hippo au tout début, en fait, de mon arrivée dans la boîte. Je suis vite rejoint, en fait, le groupe des crafters de Lyon, donc, auquel on organise plusieurs événements, notamment des coding dojo, des choses comme ça. Et on organise aussi une conférence chaque année, donc une conférence autour du software craftsmanship qui s'appelle Lyon Craft. On organisait Xcraft, on le fait plus, voilà. Et sinon, je fais de temps en temps des lives ici, quoi. Donc à toi Cédric. Yes, merci. Du coup, Cédric Magne. Moi, je suis actuellement chez Hippon Technologies, responsable de la communauté de développement. C'est un practice leader, c'est des corps de métiers différents. Et ça fait 15 ans que je suis après dans le métier du développement, développeur, lead développeur, architecte, plein de mots qui, à mes yeux, veulent dire un peu la même chose à la fin, mais qui sont des titres différents. J'avais évolué, on va dire, 10 ans sans connaître du tout, je pense, le mot craftsmanship. Mais j'en ai jamais entendu parler. Et pour autant, j'avais toujours essayé de me positionner sur tout ce qui était un petit peu qualité, sans savoir non plus ce que ça voulait dire et comment toucher du doigt ce terme de qualité dans le monde du développement logiciel. Et dans une très très grosse ESN, j'avais largement contribué à la partie communautaire un petit peu, donc tout ce qui est partage d'expérience, conférences qu'on peut se faire entre nous, le core team. Donc comment est-ce qu'on fait dans une core team pour animer un petit peu le développement dans des entreprises.
Et puis je suis arrivé dans le bain, surtout avec vous, Hippolyte, et puis Anthony, depuis 4 ans et demi chez Hippon, à redécouvrir un petit peu le métier du développement et à me dire finalement c'est quoi les fondamentaux pour amener de la qualité, et puis au-delà de ça, c'est quoi les fondamentaux les 4 piliers finalement du craft, de ce manifeste, redécouvrir l'agilité, redécouvrir la qualité logicielle en elle-même, comment est-ce qu'on amène de l'agilité via de la qualité, et puis aussi surtout un petit peu la partie communautaire, avec laquelle j'ai énormément grandi très rapidement. On avance beaucoup plus rapidement quand on est bien encadré, et donc les communautés contribuent largement justement à cet encadrement, à ce partage de connaissances. Et donc moi je vais avoir des retours d'expérience qui sont plutôt on va dire à l'échelle, qui peut être un terme qui veut tout et rien dire, mais sur des potentiellement des grosses structures. On a créé une communauté de développement chez NG Digital au sein de à peu près 200 développeurs et développeuses. Donc c'était vraiment l'émergence. NG Digital a voulu créer cette communauté de développement, et donc on a vu pas mal de choses qui ont été très très chouettes sur l'émergence, sur le partage, sur des choses que les développeurs et développeuses voulaient prendre d'elles-mêmes. Chez Hippon, quand j'ai récupéré ce rôle de practice leader, donc practice leader qui est un petit peu la partie animation globale du corps de métier des développeurs et développeuses au sein de 200 devs aussi. Et donc comment est-ce qu'on fait pour recréer un lien, structurer une animation, faire en sorte qu'on soit un peu toutes et tous fiers de notre métier. Et donc tous les piliers qu'on va retrouver au quotidien. Et actuellement, je travaille chez BPI France au sein d'une Digital Factory de 300 personnes. Et donc là, l'enjeu est pas du tout pareil parce que la communauté existe. Il y a bien 300 personnes qui partagent au quotidien. Et on arrive plutôt sur la partie pratique, sur comment est-ce qu'on arrive à craquer ce sujet de qualité sur une Digital Factory qui a connu une croissance business énorme, absolument énormissime depuis le Covid. Avec beaucoup de produits digitaux, et en fait qui dit souvent un peu croissance énorme dit aussi parfois on en a oublié les fondamentaux, la partie maintenabilité, et donc comment est-ce qu'on remet finalement un peu de sobriété grâce à l'égalité, pour faire en sorte que tous ces coups de run disparaissent ou en tout cas s'effacent le plus possible. J'ai une question pour toi, Cédric. Dans cet exemple BPI France, tu penses que c'est dès le début où la partie craft n'a pas été mise assez en avant, ou c'est plus le fait de la croissance d'un coup business a fait potentiellement chuter cette partie-là? Non, c'est pas la croissance qui a fait chuter cette partie-là. On est bien passé pour savoir avec notre pôle qu'on fait sur la partie de bonheur dans le craft, on est sur un corps de métier qui est globalement relativement jeune vis-à-vis de comment est-ce qu'on apporte de la qualité au quotidien. Et finalement, la croissance business, c'est une super opportunité qui s'est présentée, et donc qu'il fallait pas lâcher. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fallu que le craft, entre guillemets, vienne ralentir cette croissance, parce que ça aurait été une opportunité strictement loupée. Mais en fait, c'est surtout une histoire à mes yeux de compétences, de connaissances, et sans manière péjorative du terme. Moi, le premier, j'ai passé 10 ans à vouloir faire de la qualité. J'ai croisé aucun dev qui m'a toujours dit moi, je ne veux pas faire de la qualité, je veux créer des bugs, s'il vous plaît. Donc les devs sont toutes et tous volontaires à créer cette qualité, mais on a surtout une sorte de manque de savoir-faire, de structuration, de comment est-ce qu'on arrive à soutenir nous-mêmes en tant que dev cette croissance, et donc cette agilité finalement qui continue, qui devrait servir finalement les besoins métiers, sans cette dette technique qui est de la complexité accidentelle qu'on vient créer, parce qu'on n'a pas les bons réflexes ou les bons outils au quotidien, les bonnes approches pour l'éviter le plus possible. Moi, je voulais dire un petit truc pour compléter ce que tu dis. Nous, hier, avec les crafters, on a eu un meet-up sur lequel on a parlé du craft au sens plus large, notre expérience avec ça. Et on s'est aperçu que déjà, trouver une définition au craft, c'est pas forcément simple, mais l'idée, il y avait une idée derrière qui était, certes, partir du manifeste qui parle d'élever le niveau, etc. Mais on est vite parti sur l'idée qu'aujourd'hui, on a plutôt un consensus sur le fait que on s'oriente plus sur du code autour du métier, par exemple, plutôt que de s'orienter vers la technologie. Ça, on était plutôt d'accord avec nous. Je ne sais pas si vous partagez d'ailleurs. Et autre chose, c'est que on va essayer aussi de tacler finalement, ou de déterminer l'inconnu de l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas dans ce qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses que plein de gens ne savent pas.
la plupart du temps. Et des fois, ils savent qu'ils ne savent pas, et des fois, ils savent pas qu'ils ne savent pas, et leur apporter un peu c'est quelque chose qui peut être utile. Et ça veut pas dire que pour autant, il y en a pas aussi qu'on ne sait pas encore. Ouais, je sais pas si j'essaie d'être un peu synthétique. Mais voilà. Les fameux unknown, Voilà, les choses qu'on ne sait pas, tout à fait. C'est ça qui est un peu tragique. C'est comment est-ce qu'on finalement on arrive à dégrossir cette compétence, enfin ces connaissances qui sont inconnues, pour faire toucher du doigt des solutions, pour garantir cette qualité ou en tout cas cette agilité en production. Au passage, s'il y a des gens dans le chat qui veulent intervenir à tout moment, on vous lit quand même, hein. D'ailleurs, bonjour à vous. Et n'hésitez pas à nous interrompre. Il n'y a pas de problème pour nous poser des questions. Donc, il y a marqué une info comme quoi je partage l'orientation métier et laisser la techno aux technophiles. Donc, qui est partagée. Justement, je trouve ça très intéressant, cette remarque. C'est comment vous voyez la chose dans une équipe. Est-ce que tout le monde doit justement aller vers ces notions de craft, ou est-ce que justement on peut trouver aussi dans une organisation des personnes plus orientées vraiment autour des méthodologies du craft et d'autres peut-être plus orientées sur les technos? Comment on arrive à faire le lien un peu de tout ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Je pense que les deux sont pas antinomiques. Peut-être que le côté craft, on peut avoir de l'appétence, de l'intérêt pour la tech, mais c'est de savoir se dire, à un moment, mes outils, c'est des outils et ils servent à quelque chose, quoi. C'est pas une fin en soi et ils doivent être au service du métier, de la valeur que je dois apporter, etc. Donc effectivement, souvent on a des tendances à les présenter d'un côté, je m'intéresse au métier, au business, à la valeur à délivrer, et puis de l'autre côté, je m'intéresse à mon framework pour mon framework. Mais bon, c'est pas forcément antinomique. Mais sachant ouais, je rajouterais qu'en fait, craft, il y a vraiment, enfin, tel qu'on le voit, il y a vraiment deux définitions, on va dire. Justement, enfin, moi, je verrais le craft comme un soft skill ou comme un hard skill en disant quasiment que les deux définitions. Le marché qu'on va voir, enfin, là, le craft est quand même, a quand même monté, on va dire, en connaissance du marché dans l'IT, hein. Mais c'est plus vu comme justement plutôt comme un hard skill. C'est est-ce qu'on sait faire du DDD, du TDD, ou enfin c'est un ensemble de pratiques. C'est ça qu'on appelle le craft. Et généralement quand on va voir des CV où il y a marqué un développeur craft, c'est quelqu'un qui maîtrise des pratiques qui sont taguées comme craft. Et donc il y a cette partie-là. Et après, il y a la partie plutôt soft skills où justement il va y avoir cet aspect communautaire, cet aspect de pragmatisme, de vouloir bien faire les choses, de justement pas appliquer la pratique, une pratique parce qu'on doit appliquer la pratique, mais de se dire qu'on l'applique parce que c'est le bon contexte. Enfin, ça rejoint le pragmatisme, mais il y a plus cet aspect, on va dire, décorrélé même des pratiques. C'est plus, on va dire, un état d'esprit. Et normalement, quant à l'état d'esprit, l'idée c'est d'avoir aussi le maximum de pratiques pour pouvoir les appliquer au bon moment, quoi. Et donc c'est là où on sent qu'il y a une dichotomie, parce que je sais pas, est-ce que dans vos expériences diverses, vous avez déjà rencontré des gens ah non, le craft j'ai testé, j'en veux plus, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens qui vous disent le craft j'y touche plus parce que c'était une très mauvaise expérience? En fait, souvent, quand on est comme ça en société, en ESN ou société de conseil, où on arrive dans une organisation et on arrive justement avec ses volontés de faire du craft, et au départ, les entreprises, souvent, tout le monde a envie de faire de la qualité, etc. Donc, ils sont à fond au départ sur le papier en disant « Ah ouais, on va faire du craft, ça va être génial ». Donc, on construit des équipes sur un produit, sur un projet en particulier. Et souvent, au moment où on arrive, il va y avoir toujours, j'ai l'impression, une confrontation où en fait les personnes vont se rendre compte de qu'est-ce que c'est au final faire du craft, qu'est-ce que c'est de faire de la qualité, quels sont les besoins pour faire tout ça. Et surtout les équipes sur place qui n'ont pas forcément ces habitudes-là, qui ont aussi potentiellement d'autres choses à gérer, donc apprendre ces nouvelles choses, plus gérer par exemple de la maintenance de leurs autres outils. Même si on fait une équipe un peu complète entre des personnes qui arrivent avec cet aspect-là et des personnes sur place, souvent ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il y a un peu un choc des cultures au départ qui est toujours là. Et donc il faut réussir à trouver comment
accompagner petit à petit et de peut-être pas arriver tout de suite avec ses gros sabots et tout défoncer dans la fourmilière. De comment réussir à accompagner petit à petit, parce que sinon l'échec est assez vite là, de revenir en arrière complètement en disant bah en fait on a testé le craft, on a fait ça pendant 1 ou 2 mois, il y a une équipe qui est venue, c'était intéressant, mais on n'est pas prêt, donc on annule tout quoi. Puis, on peut vite arriver aussi dans d'autres problèmes qui sont du cargo cult, par exemple. Le fait que tu arrives en apparence des choses qui restent bien dans la tête des gens qui sont parfois promoteurs, mais qui l'appliquent par rapport aux apparences. Donc, le principe du cargo cult, c'est en gros, sur une île, il y a eu des personnes à qui on leur a livré par avion du ravitaillement, quelque part. Et du coup, ils se sont mis à imiter la création d'avions. Enfin, ils ont fabriqué avec des branches, du bois, enfin tout ce qu'ils trouvaient, des choses qui ressemblaient en apparence aux avions. Et ils ont reçu encore du ravitaillement parce que ça faisait rire en gros les militaires américains en l'occurrence. Et du coup, au bout d'un moment, ça s'est arrêté quand même. Mais du coup, c'est pas le fait d'avoir construit sur les apparences qui fait que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'était pas la bonne, voilà, c'est pas la bonne conclusion. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup, que ce soit dans le monde de l'agilité, hein, on retrouve beaucoup ce cargo culte avec une application, par exemple, de personnes qui ont connu soit du cycle en V, soit du waterfall, et qui transposent juste des rôles aux rôles qu'on va retrouver dans Scrum, par exemple, par les apparences et qui n'ont pas compris l'essence, en fait, de ce qu'on essaye d'apporter. Et pour moi, ça, c'est déjà un élément fort à tacler, hein, de pas parler, d'arriver à pas parler des apparences, etc. D'arriver à en sortir pour comprendre pourquoi on fait les choix qu'on fait et être beaucoup plus libre, finalement, que le cadre qu'on s'impose, la plupart du temps. Enfin, voilà, c'est une piste. C'est peut-être une bonne transition pour parler de culture, parce que adopter les pratiques, juste pour adopter les pratiques, ça fait un peu cargo cult, comme tu dis. Ce qu'il faut, c'est connaître les valeurs, remonter à la source, et ça, c'est un peu la culture, quoi. Quelles sont les valeurs de ta boîte, quelle est la culture de ta boîte, qu'est-ce que tu veux essayer d'imprimer pour que, quels que soient les outils que les gens vont prendre, ils comprennent pourquoi ils font ça, ce que ça leur apporte, etc. Oui, c'est ça. Enfin, quand on parlait justement de comment monter une communauté craft, pour moi, il faut donner l'envie aux gens, pas forcément les pratiques viendront après, en fait. C'est si tu arrives à avoir un noyau qui permet justement de se dire, on veut s'améliorer, quoi, en restant très, très simple. En fait, c'est ça qui va faire en sorte que tout va se dérouler derrière, en fait. Et pour moi, sur quoi s'il y a un truc sur lequel il faut jouer, c'est sur cette culture-là, quoi. Moi, il y a beaucoup de pièges aussi que je remarque, y compris en accompagnant, où j'arrive chez des clients et puis on va se dire, tiens, à un moment donné, on va isoler le métier. Et donc, on va aborder certaines notions qui sont soit d'Alistair Cockburn avec l'architecture hexagonale, par exemple, ou soit avec des briques qui viennent de DDD, tout plein de mots barbares comme ça. Et du coup, on va commencer à en faire réellement des fois. Et il y a des gens qui vont procéder pas mal par mimétisme parce qu'ils vont vouloir se raccrocher et qui vont pas forcément avoir compris en fait les concepts qu'on manipule derrière. Donc pour moi, c'est pas suffisant des fois de pas dire le gros mot. Ne pas dire le gros mot, ça aide à juste pas avoir un mot valise, mais ça n'empêche pas que si on montre un concept, s'il est montré par une façon de le faire, certaines personnes vont avoir tendance à la généraliser plutôt de comprendre vraiment le concept qu'il y a derrière. Et moi, c'est ça un des trucs que j'ai le plus de mal des fois à tacler. C'est, j'ai pas forcément toujours plusieurs designs parce que tu sais, on a des habitudes tous. Et du coup, on a tendance à appliquer certains designs et moins appliquer d'autres parce qu'on a compris pourquoi on n'appliquait pas certains autres. Moi, un des éléments que j'aime bien pour se mettre en dehors de sa zone de confort, c'est des choses comme les codes retreat, par exemple, qui aident à sortir de sa zone de confort. Mais on est aussi victime au bout d'un moment des codes retreat, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on connaît les contraintes qui nous font sortir hors de notre zone de confort et on a encore plus de mal des fois à sortir de sa zone pour expérimenter des choses qu'on n'aurait pas fait, quoi. Enfin,
Je sais pas si vous partagez, mais... Moi, je vois quand même un intérêt à faire un peu la technique du sous-marin, c'est-à-dire si tu commences par les pratiques, tu montres ces pratiques, tu montres les avantages qu'elles apportent et tu donnes envie aux gens. Donc ça, c'est un peu l'approche bottom-up. Quand tu n'as pas forcément le mandat du management ou autre, ça peut être l'occasion d'attirer les gens et petit à petit de les amener vers une culture craft. Après, si tu viens en coaching, en conseil, normalement, tu as un mandat, tu vas peut-être plus pouvoir arriver avec les termes, les concepts et pouvoir présenter les choses un peu plus but en blanc. Mais c'est peut-être deux portes d'entrée possibles en fonction de votre contexte, quoi. Mais avec le risque qu'effectivement, si tu montes juste les pratiques et qu'elles sont cargo-occultées derrière, tu en retireras pas les bénéfices et tu auras peut-être des gens qui seront cramés, qui diront oh non, moi le craft c'est bon, c'est nul, je touche pas à ça. Non, après généralement ouais, quand les gens sont cramés, qu'ils disent, c'est justement c'était plutôt une pratique imposée par des managers qui comprennent pas et surtout, et c'est là où ça fait un petit peu plus mal, par des coachs qui comprennent pas non plus. Enfin justement, c'est là où pour eux, en fait, il suffit de faire du TDD et t'es craft quoi. Et il y en a quand même dans le métier, il y en a quand même un certain nombre, on va dire. Et de ce côté-là, c'est là où on va dire est-ce que c'est vraiment du craft? Enfin, justement, c'est les pratiques, tu vois, juste on se dit, voilà, là, on est vraiment dans le cargo cul, quoi. C'est un manager qui a vu que dans une autre société, ils se sont mis à faire du TDD, ils ont vu que, hop, il y a eu ces effets-là, voilà, qui sont sans doute vrais, hein. Mais on va juste appliquer, en gros, on va faire venir quelqu'un, on va former un truc au TDD alors que ça se trouve, ils en ont pas du tout besoin et c'est pas du tout leur souci de tous les jours. Enfin, je sais pas. Par exemple, ils font de la maintenance H24 ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être une ouverture, mais pour moi, c'est pas à ce moment-là où on devrait faire d'initiation au craft. On devrait pas faire du TD. On devrait commencer sans doute par beaucoup d'autres choses. Et c'est juste qu'on essaye de réappliquer vraiment ce qui s'est passé ailleurs. Et c'est un petit peu. Après, ça nous fait vivre, hein. Moi, j'ai été aussi dans ces missions-là. Mais après, très très vite, généralement, quand tu arrives là, est-ce que je fais ce qu'on m'a demandé ou est-ce que je fais ce qui est bien pour l'équipe? Après, c'est là où il faut sentir un petit peu comment le management réagit, quel est le mandat qu'on t'a donné. Il y a plein de trucs à voir. Et là, c'est pas du tout évident, hein, parce que globalement, limite, tu te fais virer pour ça, quoi. Mais bon, après, ça c'est. Après, ouais. Moi, les bons critères que je me mets quand je vais en coaching, c'est est-ce que l'équipe est contente de mon coaching et est-ce que ça se passe mieux après que je sois parti ou pas, quoi. Et généralement, ouais, les missions vraiment pure TDD, hein, il y a beaucoup d'endroits où c'est pas ça qu'il faut, quoi. C'est pas ça qui aiderait le plus l'équipe, quoi. Eh ben merci aussi, merci à toi d'écouter, hein, pour info, parce que je réponds un peu au chat. Vas-y, Hippo. Moi, je voulais juste, je pense par exemple, des viewers qui regardent, parce que comment créer une culture craft dans sa boîte, je pense qu'il y a deux aspects. Soit tu as justement le mandat, tu viens en tant que coach craft, tu as l'appui du management, de la direction qui veut aller dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui justement aimeraient créer cette culture craft parce qu'ils vont à des événements craft, ils s'intéressent à ces sujets-là. Mais peut-être que c'est aussi intéressant de parler de comment réussir à faire ça quand on n'a pas le mandat, justement. Et c'est peut-être la partie la plus complexe. Le comment et le pourquoi. En fait, faut juste redire que le comment et le pourquoi, c'est très bête à dire, mais que le comment et le pourquoi créer une culture craft sont intimement liés. Et comme on dit jusqu'à maintenant, il y a toute une déconstruction autour de ce mot craft et de réappropriation de ce que c'est. Enfin, faut redonner entre guillemets au peuple ce qui est au peuple, hein. Le craft, c'est pas un truc normalement qu'on doit mettre sur un piédestal et qui est intouchable. C'est juste une volonté de mieux faire sur l'axe sur un axe produit, sur un axe d'adoption utilisateur. On peut rappeler qu'une fonctionnalité sur deux en production n'est pas utilisée de manière générale dans l'informatique. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de choses qui sont, on va dire, qui devraient être des impondérables, des réflexes, de l'utile. Et comment est-ce qu'on fait pour éliminer des points de douleur
qu'on a au quotidien. Et donc, quand on repart des points de douleur et donc de ce pourquoi-là, en fait, on peut commencer à retrouver un pourquoi qui est un peu plus souhaitable pour tout le monde, qui est de se dire, OK, je vais pas forcément venir avec une archi exa, du TDD et puis tout plein de buzzwords qu'on pourrait mettre sur le terrain. Mais c'est peut-être commencer par, OK, l'équipe a peut-être un point de douleur. Anthony, on l'avait vécu sur une application où il y avait une CI qui mettait peut-être 55 minutes à chaque fois. Et donc peut-être que le point de douleur ici, ça va être de se dire, OK, je vais commencer par regarder comment est-ce que je peux faire pour diminuer ce temps de CI, parce que c'est là où vous voulez qu'on commence à mettre de l'effort ensemble. Mais ce temps de CI là, en fait, il n'est pas lié à rien. C'est pas un GitLab ou un GitHub qui met 55 minutes histoire de mettre 55 minutes. Souvent, c'est lié à une typologie de test qui est en dessous. Et en fait, on va petit à petit rentrer dans des choses qui vont être utiles aux équipes, parce qu'on va leur apprendre, enfin, on va apprendre en tout cas ensemble à reconstruire des choses qui sont un peu plus souhaitables pour le quotidien de tout le monde. Et donc à la fin, si on arrive à se ressourcer de ce pourquoi et de tous les points de douleur que les équipes, que les devs ont au quotidien, ou même que parfois les managers ont au quotidien, parce que vous en avez parlé, ça dépend aussi du mandat qui nous est donné. Parfois, c'est les managers qui demandent à venir coacher des équipes. Donc là, ça peut commencer à être un petit peu délicat, hein, si c'est pas souhaité par l'équipe aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à refaire dans le cheminement, de se réintéresser au pourquoi, pour recomprendre le comment, et peut-être que ça va nous donner en tout cas la bonne porte d'entrée et la bonne adhésion vis-à-vis de l'équipe, pour essayer de casser des douleurs et de remettre de la légèreté dans ce mot craft qui veut entre guillemets tout et rien dire aussi, quoi. Moi, j'ai un autre exemple sur ça, c'est que tu vois, quand tu parlais, Laurent, des gens qui veulent mettre TDD en premier, etc. Moi, il y a eu aussi des contextes où j'ai vu que il y a des gens qui regardaient des PR et qui passaient leur temps à commenter sur la forme, sur vraiment, t'as pas mis point virgule là, t'as pas mis machin, etc. Et en fait, des fois, il y a des choses où un outil simple va solutionner ce problème pour le tacler, comme par exemple mettre un linter. Tu peux avoir des choses comme par exemple aussi, tu as des dépendances, elles sont jamais à jour et puis tu n'arrives plus à rien monter. Et il va y avoir d'autres trucs qui vont être utiles, par exemple mettre un renovate ou des choses comme ça. Et des fois, tu vas aussi avoir plein d'outils qui vont être utiles à faciliter la réflexion sur d'autres sujets. Et plus passer son temps finalement à se battre contre son environnement pour commencer à travailler des sujets qui apportent vraiment de la valeur sur ce qu'on fabrique, quoi. Et déjà arriver à faire un peu ce ménage-là, je trouve que c'est déjà un truc intéressant. Parce que ça va parler forcément aux équipes, parce que elles vont gagner potentiellement du temps, moins passer de temps et d'énergie sur des choses qui ont finalement pas tant de valeur que ça, et elles vont être plus disponibles pour se concentrer sur des choses qui en ont plus. Parce que moi, un des points que j'entends souvent, c'est, par exemple, j'ai pas le temps pour faire tel truc. Et un j'ai pas le temps, souvent, il y a une douleur derrière. Et il faut arriver à la trouver, je pense. Ouais, je pense que de toute façon, il faut commencer par la douleur. Si la douleur est pas, s'il y a que vous qui la voyez, il faut augmenter sa visibilité. Sinon, les gens ont peu de chances de changer, parce que changer, il y a un petit peu d'inconfort. Donc, il faut qu'ils aient une perspective bénéfique pour eux derrière, quoi. Et les rétros, pour ça peut être un bon moyen, ou du moins de faire des feedbacks. Et des choses très bêtes, hein. Par exemple, de se dire ce sprint là, les revues, ça traîne quand même, c'est long, c'est pénible, on fait du multitasking, etc. Ok, est-ce qu'on pourrait faire des revues en pair, par exemple? Comme ça, on échange directement, ça va plus vite, etc. Ah ok, on essaye, un sprint 2, c'était bien. Par contre, c'est encore long, il y a beaucoup de retours dans les PR, on passe beaucoup de temps à discuter alors que ça a été déjà fait. Ok, est-ce que sur la prochaine itération, on n'essaierait pas de faire un peu plus de pair prog sur des stories qui sont un peu à risque ou costauds? Ah ouais, on essaie. Ah oui, c'était bien, ça nous a permis d'avoir du feedback plus rapidement, etc. Et donc de rentrer, de se brancher dans le processus d'amélioration continue pour proposer des choses très concrètes qui répondent à des problèmes actuels de l'équipe. Ça, je pense que c'est un bon moyen de petit à petit disséminer des outils, après voir comment faire émerger la culture de ça. Mais c'est un début. D'autant plus que le feedback, en fait, c'est quelque chose que tu peux travailler à très très courte échelle, et que si tu arrives à faire comprendre que le feedback, c'est une bonne métrique, enfin un truc chouette pour avancer, c'est utile parce que tu as moins d'incertitudes. À partir du moment où tu as un feedback rapide,
bah, c'est confortant, c'est réconfortant. Donc, du coup, c'est plutôt une métrique qui peut marcher hein, dans les équipes et qui peut permettre de pousser des choses que ben, des équipes n'auraient pas pu imaginer. Moi, par exemple, il y a un truc que je fais, c'est que là, encore une fois, je vais encore taper sur TDD. TDD, ben, on dit que c'est une bonne métrique pour avoir un feedback rapide. Oui, effectivement, on a un feedback rapide, par exemple, quand on fait une feature en TDD. Mais par exemple, des fois aussi une représentation typée, donc typer les choses, les nommer, toucher au nommage, bah, ça nécessite pas de faire un test unitaire, mais juste une représentation. Et ça permet de réduire aussi le nombre de tests à potentiellement écrire si on réduit un peu les cardinalités. Et ce qui est avantageux sur ça, c'est qu'en plus, on va ben, avoir un code qui sera plus robuste parce qu'il permettra pas des trucs qui pourront pas être représentés. Donc en fait, pour moi, il y a plein d'échelles à travailler. Il y a des échelles en termes d'équipe, quelles sont vos doulas, et puis il y a des échelles aussi sur bah, des trucs tout petits que vous pouvez faire déjà dans votre quotidien un peu partout et qui vont vous faciliter la vie tout le temps. Sauf si vous Et faites ça du Python, mais pardon, pardon. Non, mais c'est que là, depuis tout à l'heure aussi, on parle de douleur et enfin, on parle de le CRAT va aider les gens. Enfin, je suis à peu près vrai avec ce truc-là. En fait, enfin, pour monter une communauté craft, on n'est pas obligé d'avoir des douleurs non plus. Enfin, moi, je sais que, ben, en gros, je travaillais dans une banque. Et pareil, pour reprendre un petit peu à la remarque d'Hippolyte qui disait, en fait, quand on vient en tant que coach, enfin quand on est entre guillemets mandaté par les managers, c'est plus simple. C'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, quand on vient en tant que coach, justement, on a un mandat, mais on a aussi des attentes. Enfin, on a des objectifs et on doit faire des choses. Alors que si on monte, enfin justement, pour revenir à mon anecdote, c'est plutôt, on arrivait là. Et en fait, on a monté plutôt genre un dojo le midi au fur et à mesure. On était 2-3, voilà. Au fur des discussions, on s'est dit, allons-y, on va lancer un truc. Et en fait, là, il n'y a pas d'attente. Et c'est juste que, on fait notre truc de notre côté. On a agrégé au fur et à mesure des gens qui nous voyaient dans une salle à coder le midi. Enfin, pourquoi ils font ça, enfin, tu vois. Et donc, ça a amené un petit peu de curiosité. Ça a grossi un petit peu et après, au bout d'un moment, on est toujours entre 5 et 10 personnes à midi. Enfin, tu vois, c'est devenu une pratique qui était un petit peu connue. Et en fait, c'était plus simple parce que là, il n'y avait pas d'attente. C'est juste que ça nous faisait plaisir. Enfin, on n'avait pas non plus d'objectif particulier à faire ça. C'est juste, vas-y, on découvre tel ou tel truc ce midi-là, on explore ça. Enfin, tu vois, c'était plus, on faisait ça par curiosité. Et après, ça s'est tellement monté qu'au final, les managers se sont dit, ça a l'air intéressant. Enfin, et en fait, ça nous a permis après d'avoir un petit peu une légitimité, quoi, de se dire, pourquoi pourquoi on montrait pas un truc un petit peu plus officiel, voire avec du temps. Et tu vois, c'est le bottom-up ou le top-down, c'est pas forcément plus simple. Parce que, enfin, c'est pareil, moi, je suis arrivé dans des missions, justement, tu dois faire une formation TDD. Alors, tu vois, et tu sens que déjà les gens, enfin, tu te dis, vous devez libérer une demi-journée. Enfin, tu voyais à leur tête que, on m'a encore collé ça, c'est pas, enfin, pourquoi on m'a emmené là-dedans, tu vois. C'est pas forcément plus simple. Enfin, quand tu es formateur et que tu es là-dedans, tu te dis, comment je peux leur faire passer un bon moment et surtout comment ça peut être utile pour eux, quoi. Ouais, il y a pas mal. Et alors que juste monter un petit truc, et c'est là plutôt, justement, tu montes une communauté et tu montes une culture, en fait, tu vois, c'est plutôt là où tu agrèges des gens, où les gens se disent, ah ouais, en fait, ça c'est bien, et le fait de parler, enfin, généralement, dans mes meet-up, les gens se disent, en fait, ouais, enfin, je me sentais bien, j'étais dans mon coin tout seul. Enfin, justement, enfin, quand vous parliez, moi, j'ai un focus qualité, mais je savais pas trop ce que c'était. Enfin, tu vois, c'est, en gros, j'ai envie de bien faire les choses, mais j'ai pas le contexte autour. Et la plupart des gens se disent, là, au moins, je suis content parce que j'arrive à trouver des gens avec qui je peux parler. Et je pense que ça, c'est vraiment la graine qu'il faut. Hein. Et après, tout le reste, justement, quand on te dit, ok, j'ai ce problème-là, plus tu vas avoir une communauté autour, en fait, et plus les gens vont se dire, mais j'ai entendu parler de ça, ou moi j'ai fait ça. Et là, c'est là où tu vas commencer à justement tomber sur, il y a telle pratique qui a été faite outre-Atlantique. Et c'est là où ça découle et ça devient vraiment très plaisant, quoi. Parce que là, en fait, les gens, ils ont envie, ils savent comment faire. Logiquement, ils ont une légitimité, parce que, pour moi,
c'est pas une question justement de pratique, mais quand tu as le bon mindset, au bout d'un moment, tu vas faire les choses bien. Et si tu fais les choses bien, pour moi, tu es reconnu au bout d'un moment. Après, c'est peut-être très bisounours de ma part, mais je pense que c'est un petit peu le cas, quoi. Bah, là, tu parlais de graines d'ailleurs. Moi, ça m'évoque beaucoup de choses parce que moi, ce que j'essaye de faire dans l'accompagnement, c'est des fois de mettre plein de graines différentes, donc en envoyer plein et voir un peu ce qui prend et travailler sur ce qui prend et pas me battre sur ce qui prend pas. Le fabriquer du logiciel, finalement, c'est pas, il y a une dimension sociale autour qui est assez forte. Et arriver à toucher les gens qui sont autour de nous, qui vont pouvoir avancer. Je pense que c'est un des trucs, moi, que je vise quand je fais de l'accompagnement, parce que je le fais pas pour moi, je le fais pour les gens. Donc, c'est important pour moi de constater, de mesurer, de voir si ça prend autour. Et je vais plus, justement, mettre de l'énergie là où ça prend, même si c'est pas forcément le problème principal à tacler. Parce que des fois, le problème principal à tacler, il nécessite ce qu'on a les gens avec soi. Et du coup, on va avoir besoin déjà de travailler ce qui, eux, les préoccupe, même si c'est pas ça qu'on a identifié. Ça n'empêche pas d'identifier, hein, c'est important de l'identifier, mais peut-être qu'on va pouvoir le tacler au moment où on pourra le tacler. Quand on aura un peu toute cette dimension sociale avec toutes les personnes autour de nous qui seront prêtes à l'attaquer. Et moi, c'est ce que j'ai pu voir dans plusieurs missions. C'est que à partir du moment où on a les gens, ça devient facile en fait des fois de dire en fait c'était le gros truc, il était là depuis le début, mais maintenant tu peux le voir. Alors qu'avant, t'en prenais pas forcément conscience, pareil. Et c'est un peu ça pour moi que le coach peut apporter, quoi, entre autres. Moi, j'abonde, enfin, mon expérience qui est sûrement biaisée, abonde dans ce sens-là. C'est commencer petit, s'appuyer sur les bonnes volontés, sur les gens qui sont motivés, et puis faire effet boule de neige, quoi. C'est ce que j'ai vu marcher le mieux. Parce que quand par exemple, vous voulez démarrer demain dans votre boîte, si vous envoyez un mail à toute la boîte ou si vous essayez de forcer, allez, on fait tous un coding dojo, on va se retrouver à 50, il y a des gens qui savent pas ce qu'ils font là, etc., qui n'ont pas forcément envie de venir. Vous allez avoir beaucoup plus de résistance que si vous commencez, comme tu disais Laurent tout à l'heure, à 2 ou 3, où on tâtonne un peu, on cherche, on a envie un peu de faire les mêmes choses. Ça va être beaucoup plus facile et puis beaucoup plus confortable pour vous, beaucoup moins de pression. On est 3, on a notre sandwich, on est entre 2 et 2, il n'y a pas de pression, quoi. Donc on peut y aller petit à petit et construire à partir de ça. Et ouais, j'ai envie de dire que par contre, si vous voulez partir sur ce modèle-là, justement, on va dire essayer de faire monter une communauté et agréger les gens au fur et à mesure. Enfin, c'est là où il faut un noyau un petit peu dur, parce que généralement ça, vous n'allez pas avoir de temps. Enfin, justement, tu vas voir le manager toi tout seul, ou même à 2-3 en te disant, j'aimerais justement pouvoir dégager des heures. Généralement, ça va pas très bien se passer. Donc, c'est vraiment se dire que dans un premier temps, ça va être sur du temps libre. L'idéal, c'est vraiment d'être au moins 2 ou 3. Enfin, le fait d'être 2 ou 3, en fait, ça va agréger les gens. Voir quelqu'un tout seul dans une salle, ça va plutôt être il est un peu bizarre ce gars-là. Voir 2-3 personnes, ils vont se dire au début que c'est un peu bizarre, mais ça va être plutôt curieux que d'avoir un gars qui est tout seul, quoi. Et donc si vous êtes un noyau de 2-3, au fur et à mesure, si vous avez de la régularité, enfin aussi l'important c'est la régularité, ça va agréger des gens vont être curieux. Et globalement, si vous êtes bienveillant, et que vous essayez d'agréger les gens, ça va aussi se dire j'y ai été ce midi, au final j'ai passé un beau moment, et ils vont peut-être pas revenir toutes les semaines, mais ils vont peut-être passer de temps en temps et ils vont passer le mot aux autres en disant oui tiens, c'est vrai qu'il y avait ça, peut-être que j'irai la semaine prochaine. Et c'est comme ça que ça grossit et qu'on fait une communauté entre guillemets. Inter-entreprise. On parle de noyau, justement, parce que c'est un moyen, effectivement, de commencer à créer une culture craft dans une entreprise. Je vais refaire un petit décalage, parce que vous parlez de noyau et de graines. Donc, je vais reprendre un décalage sur une partie un petit peu nature. C'est quoi une culture craft, pour redéfinir un petit peu tout ça. Moi, l'image qui me vient en tête aussi, c'est la même chose sur c'est quoi une forêt, par exemple. Quand on veut créer une forêt, on peut prendre des arbres et puis on peut les rassembler dans un champ et puis on peut se dire ok, on a fait une forêt.
Mais ce serait oublier aussi que la partie visible, ces arbres-là de la forêt, c'est rien de plus qu'une partie visible. Et en fait, il y a tout le tissu racinaire, il y a toute la partie mycélium, il y a la partie vie sauvage aussi dans la forêt, avec potentiellement des écureuils, des animaux qui vont s'y balader. Et en fait, ce qu'on veut créer, en fait, c'est tout cet ensemble-là. C'est tout cet ensemble. C'est-à-dire que c'est pas venir poser un moyen à un moment donné, et on peut le voir arriver ça dans les entreprises en disant finalement je veux créer une culture craft et puis on va faire finalement on va faire 10 meet-up et puis du coup on aura du craft normalement à la fin. En fait comme tu le dis un petit peu Laurent ici, en fait c'est pas vraiment ça. On essaye vraiment de recréer des réflexes qui sont des réflexes communautaires et du pourquoi est-ce que on va chercher de l'apprentissage ensemble. Mais en fait, ce qu'on va aussi créer, c'est de la recherche d'itération de valeur. C'est le pourquoi est-ce qu'on en vient à vouloir créer une culture craft. C'est aussi, pour reprendre un peu ces points de douleur, hein, c'est aussi toutes ces choses qui ne marchent pas au quotidien. Et on se dit qu'on pourrait peut-être faire mieux ensemble en apprenant ensemble à faire les choses mieux. Et donc peut-être que dans chaque application, dans chaque système ou chaque produit, il y a des choses différentes qu'il va falloir mettre en place. Comment est-ce qu'on crée le fait que, enfin comment est-ce qu'on va mesurer le fait que dans l'agilité par exemple qu'on s'aligne sur la bonne valeur à la fin du sprint. C'est une des choses. On l'avait vu par exemple avec Anthony quand on avait commencé à faire un coaching craft dans une des applications. La volonté finalement c'était pas vraiment de faire du coaching craft. En fait la volonté c'était de se redire finalement c'est quoi la base de l'agilité et c'est quelle est la valeur qu'on apporte aux utilisateurs. Et donc il y a plein de choses en fait dans cette culture craft qu'on pourrait associer. Hein. Il y a effectivement la partie communautaire, comme tu disais Laurent, c'est comment est-ce qu'on recrée un noyau avec du réflexe de professionnel à professionnel où on va se parler, on va partager ensemble, on va apprendre ensemble sur des pratiques, sur des réflexes, sur des retours d'expérience. Ici aussi, comme on est en train de faire sur comment créer une culture craft potentiellement, mais il y a aussi des choses qui sont, on va dire, de la vie de tous les jours sur la partie produit qu'on va livrer. Les entreprises, quand elles veulent entre guillemets créer une culture craft, c'est souvent qu'elles ont un besoin sur la partie produit, sur la partie apport de valeur, apport business, qui va passer en fait par tout ça, qui va passer par développer les bonnes fonctionnalités, les mettre plus rapidement sur le terrain, les éprouver, avoir du feedback utilisateur. Et en fait, tout ça, ça va rentrer dans cette culture craft globale. Et donc voilà, faut pas oublier que cette culture craft, du coup, elle est très très multidimension. Et en fait, il y a tous ces petits paliers à faire monter de niveau petit à petit pour qu'on arrive à une sorte de culture craft idéale dans une entreprise. Je pense que Hippolyte est bien placé pour en parler aussi sur Fair Player explicitement. Cette culture craft, je pense que vous l'avez dans l'équipe. Parce qu'elle est autant associée à du delivery, produit, business, on est capable de réagir au marché, on est capable de réagir, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une notion d'architecture émergente, comment est-ce qu'on se soucie, nous, communauté de développement, du produit qu'on livre et de l'adoption utilisateur, que un petit peu la partie sous-marine de tout ça, de la communauté en elle-même, c'est le bonheur des devs. Comment est-ce qu'on crée du quotidien qui est plus souhaitable pour tout le monde, du quotidien où on n'a pas peur de livrer un vendredi après-midi, du quotidien où on passe pas 20% de notre temps à corriger des défauts. Et donc toutes ces dimensions, c'est des dimensions sur lesquelles on peut agir quand on va vouloir faire émerger une culture craft entre guillemets. Et juste pour rebondir là-dessus, je pense que ce qui est important aussi, là on parle beaucoup de faire venir une culture craft dans une boîte existante, mais je pense qu'il y a un truc très important, c'est si un jour vous lancez une boîte justement tech, c'est de le faire dès le début ça. Souvent, on entend quand on crée une startup, on n'a pas le temps de faire de la qualité, etc. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment l'inverse. En fait, c'est de faire de la qualité qui va potentiellement aider votre startup à vraiment décoller. Parce que quand on crée une startup, on va créer un produit. Ce produit est vraiment très mouvant. On va aller essayer de chercher qu'est-ce qui peut fonctionner. Et donc, on va constamment vraiment le faire évoluer, même le casser, vraiment le refaire dans une autre direction. Si on a fait du travail quick and dirty, pour moi, c'est pas possible de tester plusieurs choses en parallèle. Par exemple, tout va s'effondrer au bout d'un moment quand on va vouloir remoduler complètement les choses. Alors que si, dès le début, on a fait des choses simples, mais avec de la qualité, en fait, on va pouvoir vraiment très facilement rebondir sur les différents besoins des utilisateurs. Là, on va pouvoir aller chercher un petit peu quel va être notre produit final. Et c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Donc moi, si j'ai un conseil, c'est voilà, si vous vous lancez sur une startup, créez la culture craft dès le début. Et c'est très très simple de le faire parce qu'en fait, y a tout à façonner. Donc il suffit au départ de mettre les choses dans le bon ordre, de prendre le temps d'accompagner les autres personnes autour de nous, etc., de diffuser cette culture craft. En fait, automatiquement,
la boîte va se créer autour de cette culture craft. Et avec Anthony, dans notre expérience précédente de création de start-up, en fait, au début, on était vraiment un petit groupe de 3-4, mais qui acculturait vraiment à ces notions de craft. Et à la fin, on était une trentaine de devs. Et en fait, tout tournait autour de ça parce que en fait, le craft appelle le craft. Et c'est très facile d'accompagner des personnes qui arrivent, qui connaissent pas forcément cette méthodologie-là, à découvrir sur le tas, justement, avec du mimétisme, avec des personnes qui connaissent, etc., que de repartir dans une boîte existante avec un gros legacy. Donc, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas être dans des startups comme ça avec de la culture craft, mais en tout cas, si jamais certains se lancent, il faut vraiment essayer de penser à ça, je pense. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça, justement sur un truc qui se montait, est-ce que ça faisait partie des critères de recrutement? Enfin, sans forcément justement partir sur, je connais toutes les pratiques, mais est-ce que avoir l'appétence à ce qu'on fait, est-ce que c'était un critère? Parce que généralement, oui, enfin vas-y. En fait, il y a deux choses. Déjà, pour moi, c'est pas forcément nécessaire pour arriver d'avoir toutes les compétences. Moi, j'adore beaucoup travailler avec des stagiaires parce que les stagiaires, justement, ils arrivent avec des idées neuves. Et en fait, c'est très, très, très facile d'embarquer des stagiaires qui ont zéro expérience. Mais c'est pas du tout grave parce qu'en fait, elles vont apprendre directement ça. Je pense que ce qui est plus dur, c'est de déconstruire les choses. Donc, des personnes, Cédric en parlait, qui ont travaillé pendant 15 ans d'une certaine manière, qui ont peut-être des a priori, c'est un peu compliqué de déconstruire tout ça. Quand c'est des personnes nouvelles, en fait, c'est très simple. Non, mais justement, justement, sans parler de compétences, mais est-ce que vous testez cette appétence de se dire, cette curiosité, cette envie, est-ce que ça devient un critère de recrutement parce que justement la culture de la boîte et que c'est comme ça, ça en devient, en fait, on veut que des gens soient compatibles avec notre culture. Exactement, je pense que c'est important pour pas justement casser cette culture craft dans le temps, c'est de trouver des personnes qui soit qui connaissent déjà, soit qui ont envie d'apprendre. Donc ça, c'est important de tester. Et d'ailleurs, Autopromo, je ne sais pas si elle existe toujours, mais on avait fait justement une table ronde spécifique justement à ce client. Et on avait fait justement une partie avec la recruteuse qui était venue sur le live et qui justement expliquait comment on faisait la partie recrutement autour du craft et qu'est-ce que ça impliquait en fait. Et même plus généralement, en fait, on s'était rendu compte, donc il y avait des cofondateurs qui eux n'étaient pas du tout tech à la base et qui n'avaient pas forcément cette vision craft au début à la base de qualité, etc. Pour eux, ils montaient une startup, donc ils avaient comme idée de peut-être faire les choses rapidement et pas forcément sur des bons socles. Et en fait, petit à petit, vraiment par l'exemple, on a réussi à faire une culture craft, mais même pas que au sein vraiment tech, mais c'est de toute la boîte en fait. Toute la boîte prend cette dimension de, on va faire de la qualité, on va répondre bien aux demandes des clients, on va aller peut-être un peu plus lentement sur certaines choses, certaines features pour faire les choses bien en fait. Et c'est vraiment par l'exemple en fait que ça fonctionne à mon avis. Et d'ailleurs, la recruteuse l'avait en tête dans ses entretiens, hein. On faisait en sorte aussi d'être attentif à ça pour les entretiens pour quelqu'un. Si quelqu'un, par exemple, nous disait, je sais pas, je veux pas faire de tests, etc., et que nous, c'était important que les gens ils aient conscience que dans les équipes, on fait du TDD pour les raisons qu'on a, en l'occurrence, qu'on avait, parce on avait un niveau de maturité qui faisait en sorte que le TTD soit vraiment un outil très important pour nous. Si quelqu'un voulait pas en faire, c'était pas la bonne mission pour lui, donc au moins c'était clair dès l'entretien. Voilà. Yes. Et on peut revenir aussi sur une raison d'une échec de création de culture craft aussi potentiellement parce que par rapport à ce que tu dis Hippolyte, ça a fonctionné parce que comme tu dis, on peut fonctionner par l'exemple. On peut un petit peu montrer patte blanche, on dit ok, tu me donnes une sorte d'autonomie, de liberté, de confiance sur le fait de faire les choses bien, parce qu'a priori j'ai des convictions, je crois en cette chose. Et comment est-ce qu'on fait pour rassurer derrière sur le fait que a priori on a pris le bon choix aussi. On arrive, je pense, après assez rapidement dans tout ce qui est culture lean, avec un peu une culture de la mesure et autres. Si à un moment tu arrives sur une production où tu penses que tu as fait les choses bien, mais une production qui est truffée d'erreurs et tu as de l'alerting qui pop dans tous les sens, je pense que tu n'es pas capable de montrer une sorte de patte blanche là-dessus. Donc tu peux être mis en porte-à-faux.
Je pense que tu peux avoir la même chose vis-à-vis de la conduite, on va dire, des interviews utilisateurs, des feedbacks utilisateurs. Si tu n'es pas capable de les recueillir ou d'avoir des bons témoignages des utilisateurs et utilisatrices en production, c'est aussi une sorte de porte-à-faux vis-à-vis de cette culture. Je pense qu'il ne faut pas oublier effectivement toutes les parties qui constituent un petit peu cette culture craft. La culture craft, ce que je veux dire, c'est que le travers de mettre une culture craft, ce serait de dire finalement on va faire du dev pour les devs et on va oublier le pourquoi est-ce qu'on fait les choses. On a des sponsors, souvent des sponsors, des CEO, des CTO, qui vont vouloir comprendre, qui vont pas forcément vouloir comprendre la culture craft, mais qui vont vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'ils nous donneraient cette autonomie-là ou cette liberté d'action. Et si on arrive à les rassurer et à montrer finalement qu'on évolue vraiment dans le même sens, que effectivement sur Fair Player, l'équipe de dev veut le succès du produit Fair Player et de montrer qu'on y arrive ensemble, on arrive souvent dans quelque chose qui n'a pas de rupture, au sens où on travaille dans la même direction, et c'est quelque chose de chouette. Donc pas oublier, je pense que les équipes de dev en elles-mêmes doivent essayer de se consolider et de comprendre qu'est-ce qui ferait un échec vis-à-vis de leurs propres sponsors pour pas tomber dans ce travers-là. C'est important. Vous avez des exemples d'endroits où cette création de culture craft a réussi et pourquoi est-ce qu'il aurait réussi? Ouais, vas-y Charles. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, j'en ai un petit exemple, mais j'y suis pas rien dedans, mais moi j'ai repris la practice software engineering il y a à peu près 3 ans chez Hippon Technologies et j'ai trouvé ça comment dire assez valorisant, toute cette partie, toute cette émergence de communauté de personnes qui voulaient toujours partager. Donc c'est-à-dire que le fondement, enfin les fondations de la partie craft était un peu omniprésente, et le pourquoi finalement ça continue, ça perdure encore actuellement. On arrive sur une sorte d'alignement aussi, un alignement commun de la communauté, où finalement on a des personnes qui veulent apprendre. T'en parlais, Hippolyte, même sur les stagiaires. Hein. Le critère numéro 1 du recrutement qu'on a par exemple chez Hippon, on l'a tous redéfini ensemble. D'ailleurs, il y a 3 ans, on a refait un atelier complètement participatif. On s'est dit, finalement, le critère numéro 1, c'est l'apprentissage. On veut des gens qui veulent apprendre. On veut pas forcément des experts dans le fameux mouton à 5 pattes. On veut juste des gens qui veulent apprendre et qui veulent être un petit peu alignés à cette culture-là. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de se réunir sur une culture. Et la deuxième partie, c'est certainement aussi lié au business, il ne faut pas l'oublier, lié au business, comme on pourrait l'avoir sur Fair Player, où on va avoir le CEO Fair Player qui est aligné justement où tout le monde est aligné sur le succès du produit. Le succès du produit, par exemple chez Hippon Technologies, entre guillemets, le produit d'un cabinet de conseil, c'est aussi être en capacité d'avoir des personnes qui puissent être vendables chez nos clients. Et donc, le craft, ça crée aussi une plus-value. Ça crée une plus-value parce qu'on a des personnes qui sont motivées, qui sont entre guillemets expertes, ou en tout cas qui veulent tendre vers cette partie. Et donc, je pense que si on n'avait pas eu cette partie-là, de dire finalement, il y a cette partie potentiellement plus facilement staffable, donc c'est-à-dire plus facilement vendable en mission sur des produits particuliers, et peut-être avec un taux journalier qui est plus haut que dans d'autres structures où il n'y a pas ce niveau craft, je pense qu'on aurait eu une rupture aussi au niveau de la direction, de dire pourquoi est-ce qu'on investirait là-dedans alors qu'à priori il n'y a pas de résultat. Donc je pense que toute cette partie, faut jamais l'oublier, que ce soit un produit, un cabinet de conseil, c'est quoi l'alignement qu'on peut créer vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis de la direction, comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble sur cette partie-là. Il y a travailler ensemble et se comprendre aussi. Ce que tu dis, c'est vachement important. C'est tu peux avoir les meilleures raisons du monde si tu n'arrives pas à les faire comprendre aux personnes qui sont au-dessus, donc tu as le plafond de verre, et si tu ne parles pas leur langage, si tu ne leur racontes pas des histoires qui leur parlent, ces arguments ils vont tomber à plat. Donc ça c'est aussi une clé si vous voulez réussir, c'est mettez-vous dans la tête des personnes à qui vous voulez le vendre. Qu'est-ce qui eux leur importe? Est-ce que c'est le taux de defect? Est-ce que c'est le time to market? Je sais pas, mais si vous voulez que ça résonne chez l'autre, il faut aller le chercher sur son terrain. Complètement en phase, Charles. Voilà, il faut pas partir du principe que l'autre est complètement dans notre tête, il comprend tout de notre métier, parce que c'est pas le cas. Et je pense pas que ce soit souhaitable d'ailleurs que ce soit le cas, parce qu'on peut pas vouer une énergie infinie à comprendre tous les corps de métier de tout le monde.
mais en tout cas pour arriver à créer l'alignement, donc la bonne discussion et puis arriver à se trouver les bons arguments ensemble. Et donc si vous n'avez pas les bons arguments actuellement, faut commencer par aller parler à la personne a priori à qui vous voulez entre guillemets vendre cette initiative pour comprendre c'est quoi son quotidien et quel est les critères qu'il faudrait basculer d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc, typiquement sur la partie produit, tu en as parlé, hein, c'est le time to market. Si on va parler à des product managers ou des personnes qui sont plus sur tes métiers, c'est très clairement des choses comme le time to market. C'est très clairement aussi des choses comme le budget à la fin de l'année. Ils ont des pilotages de budget, ils ont un quotidien qui est vraiment autour d'un petit peu tout ça. On a peut-être un budget limité et pour autant plein d'ambitions produits. Mais comment est-ce qu'on vient faire pour que toute cette communauté de pratiques vienne aider ce quotidien? D'ailleurs, c'est plus une remarque. Nous, c'est vrai qu'à Paris, là, on essaye depuis un certain temps d'ouvrir la communauté à autre chose que les devs. Et est-ce que justement dans vos communautés de pratique, est-ce que vous avez des choses qui vont plutôt justement, on va dire, de l'idéation jusqu'au delivery ou pas? Parce que déjà, on va dire même ce qui est le plus simple entre guillemets, c'est les ops, mais en fait, on n'arrive pas à en avoir dans nos réunions. Et pareil, tout ce qui est produit, on a eu de temps en temps des UX, mais c'est très très rare aussi, des PM, on aimerait bien en avoir. Est-ce que vous arrivez à faire une communauté, est-ce que vous avez déjà vu une communauté craft au sens large, vraiment sur le produit en entier? Alors, moi, je veux juste intervenir par rapport à ça. En fait, il y a eu pas Craft, mais il y a eu la communauté Agile, le Cara, en fait, à Lyon. Le Cara, à l'époque, gérait la partie Craft, qui était un sous-groupe du Cara, et la partie Agile, qui était un ensemble de tout un tas de choses, des activités, des confs, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des événements ou est-ce qu'il y avait tout le monde? Ouais, alors il y a eu des événements chez le Cara et même une ligne directrice qui voulait, à une période du Cara, que le Cara s'adresse plus à des devs globalement, il s'adresse à plus large. Et du coup, ce que ça a créé, parce que ça a créé, ça part d'une bonne volonté d'élargir, et ce que ça a créé comme problème, c'est que sur les groupes qui ont fait ça, eh ben, on voulait plus après qu'il y ait des devs qui parlent de devs dedans. Et ça a eu pour effet de séparer progressivement notre groupe, donc des crafters, qui nous, on parlait de dev et ça nous a un peu isolés du reste du Cara. Et on n'arrivait plus à créer le pont entre les deux. Donc on a eu cet effet-là dans l'histoire du Cara. Aujourd'hui, le Cara n'est plus lié du tout depuis quelques mois à notre groupe et on est complètement séparés avec une direction séparée. Ça veut pas dire qu'on pourra pas un jour refaire des trucs ensemble, mais on a vu que la direction avait vachement changé. Sur le craft, je pense que c'est bien de savoir ça, parce que qu'est-ce que nous on veut faire et pourquoi on veut le faire, quoi. Si on veut toucher plus large, parce que oui, moi je vois que nous dans notre boîte aussi, chez Hippon, on touche beaucoup plus des gens qui fabriquent du logiciel, qui le conçoivent, que des gens qui vont le déployer ou que des gens qui vont faire tout l'aspect data. Par exemple, la data, c'est tout un monde, moi, que je vois qui est très peu présent. Mais même au-delà de ça, dans le monde du jeu vidéo, moi, je vois personne qui vient aux événements des crafters non plus, dans tout un tas de monde, finalement. Non, mais donc, ouais, on n'a pas vraiment de... Mais pourtant, ça peut s'adresser à eux, tu vois. C'est pas interdit. Il n'y a rien dans le craft qui dit, tiens, ça s'adresse à l'informatique de gestion sur le web, tu vois. J'ai l'impression que est-ce que c'est systémique ou quoi, mais que mécaniquement, on va se regrouper sur nos centres d'intérêt. Et donc, ça va être difficile d'aligner des profils différents sur un seul centre d'intérêt. Ce que j'observe plus, c'est de la cross-pollinisation. C'est par exemple, nous on a des communautés de pratique craft, product, et puis spécialisées, un front, back, des choses comme ça. Et donc les gens ils vont dans leur centre d'intérêt principal et après éventuellement il y a une personne qui est à cheval sur les deux et puis qui va aller polliniser comme ça, ramener des idées d'un côté et de l'autre. Mais un truc qui soit vraiment intégré bout en bout sur la chaîne de valeur, l'idée me semble intéressante. Après, j'aimerais bien voir Moi, qui et comment.
Moi, c'est un truc que je commence à travailler un peu. On a commencé à faire, par exemple, des coding dojo, nous, avec des gens qui sont dans le monde de la data, juste pour leur montrer un peu ce qu'on fait. Et ça prend quand même, mais c'est vrai que c'est qu'on on part pas, on va peut-être pas utiliser les mêmes facettes, et peut-être qu'il y en a à trouver aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui existent dans certaines communautés qu'on n'exploite pas assez, hein. Moi, par exemple, sur la partie Ops, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire aussi, tu vois, et qu'on peut aller peut-être plus loin parce que oui, il y a un aspect un peu chaotique des fois dans le monde de l'Ops où si ta pipeline, par exemple, est pas passée, ben, tu dois recommencer depuis le début, tu vas attendre de longtemps ta pipeline, il y a des choses comme ça. Il y a des choses aussi où nous, en tant que développeurs, c'est bien parce que le feedback, on peut l'avoir très très vite. Et des fois, ben, il y a des contraintes qui font que le feedback, tu l'as loin. Comment est-ce que tu fais pour dealer avec ça? C'est aussi une réflexion qui peut être intéressante. Mais c'est des réflexions, effectivement, qu'on voit peu, mais qui sont accompagnées de pratiques. Par exemple, dans l'Ops, il y a quand même eu des évolutions. Il y a une époque où tu as des gens qui suivaient sur papier une procédure pour aller mettre en prod. Et maintenant, avec les équipes qui veulent mettre en production en continu, ben, l'idée, c'est d'arriver à automatiser jusqu'à la création des infras, etc. Et c'est déjà une démarche qui va dans de l'amélioration, quoi, dans le fait qui est dans une philosophie un peu aller plus loin, comme ce qu'on retrouve dans le craft. Et je pense ça fait que pour moi, un des clients, enfin un des sujets potentiels qu'on pourrait peut-être mieux travailler, c'est sur le monde de la data, parce que finalement, c'est aussi des développeurs pour la plupart. Enfin, il y a une grande partie de développeurs là-bas qui seraient aussi concernés et qui peut-être n'ont pas les outils ou ne les connaissent pas, pour le coup. Ça me fait penser aussi à un contre-exemple aussi entre PO et Dev. L'Elephant Carpaccio, donc un kata plus pour les PO, pour comment je vais découper un besoin. On peut coupler ça avec des devs, notamment un atelier qui s'appelle Extreme Carpaccio, où on fait la partie, donc on met des devs avec un PO, et on va mettre on va faire plusieurs groupes comme ça, et on va leur proposer de répondre à un challenge à la fois de découpage et de code, pour leur montrer en quoi un bon découpage va permettre d'avoir plus de valeur plus rapidement. Donc on peut trouver des exemples où on va comme ça rassembler des communautés différentes, mais je pense que c'est plus l'exception que la norme. Il y a peut-être des choses à creuser là-dessus. Je sais pas, mais nous, avec Hippo notamment, on est quand même arrivé à pas mal embarquer le monde de l'Ops avec nous à petite échelle quand on était en startup, quand on a travaillé pour une startup ensemble. Je crois que tu le fais encore un peu, mais t'as pas trop d'Ops actuellement, mais tu t'en sors quand même un peu. Mais oui, je pense que c'est faisable par contre, hein, si on arrive à se mettre dans la même équipe et moins créer des silos pour arriver à travailler ensemble pour un but commun, je pense que c'est possible. Ce que moi je constate pas mal dans certaines entreprises, en tout cas chez certains clients, c'est qu'ils font pour moi, ils essaient de faire une plateforme team d'ops, mais du coup, des fois, ça cloisonne trop les ops sont moins dispo pour voir les contraintes en fait des équipes, et du coup, on a tendance à un peu trop les séparer, alors que des fois, avoir quelqu'un un minimum dispo qui peut venir dans les équipes pourrait solutionner ce problème en fait de distance globalement, hein. Et je pense que c'est pareil quand on commence à cloisonner, hein, tout simplement, hein. C'est pareil pour un Ouais, peu enfin, ça tous les c'est métiers. les différentes pratiques. C'est vrai que c'est un petit peu le retour que j'ai. Ouais, c'est de se dire que les gens vont un petit peu rester entre eux, alors que il y a quand même il y a quand même des frontières où ça serait très intéressant de discuter informellement, et ça peut mener à des choses. Et c'est vrai que ça, je sais pas trop. L'idée de pollinisation, je pense que c'est le truc qui marche. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes, enfin qu'il y ait plusieurs personnes qui sont entre les deux, qui fassent le pont et qui se disent ah mais là eux ils ont le même souci, ça serait bien qu'on en parle. Mais d'expérience c'est quand même cloisonné, et c'est vrai que j'ai pas d'expérience qui me dit on a trouvé un modèle où justement il y a des ateliers hyper spécialisés, mais on parle tous parce qu'on a la même problématique, hein. Et sachant que c'est pareil, enfin pour moi des UX peuvent très bien parler à des ops, parce que des fois ils ont des soucis entre guillemets où ça serait intéressant qu'ils parlent ensemble, quoi.
Ouais. Et est-ce que c'est pas gravé justement dans le fait que donc dans le craft, il y a cet aspect communauté. Donc l'avantage, c'est que ça rassemble, mais aussi que ça exclut. Donc c'est peut-être ce côté un peu Bah, avoir moi, les bords et la hauteur, j'ai Ouais. envie de dire, ce qui exclut beaucoup, c'est surtout l'a priori, hein, la plupart du temps. Moi, par exemple, c'est ce que je constate beaucoup avec l'agilité qui, dans sa version actuelle, sur plein d'aspects, est un peu compliqué pour moi. Mais le fondement même, moi, je suis plutôt pour, tu vois, je suis plutôt très, très client. Et du coup, je pense que c'est le fait d'avoir fait un terme qui est pas mal galvaudé, avec les gens qui prétendent des fois le maîtriser alors que c'est pas, qu'ils le maîtrisent pas, etc., qui fait que ça crée ce refus-là un peu. Et je pense que c'est principalement ça, mais pas forcément le fondement. Moi, quand je vois la plupart des choses, il y a des bons fondements, hein, sur la plupart des outils qu'on utilise. Le truc, c'est d'arriver. Pour moi, c'est pour ça que c'est plus important de comprendre le fondement. Le craft en soi, c'est quelque chose qui aurait jamais dû exister. C'est quelque chose qui a existé parce que ben il y a des gens qui avaient des choses à reprocher à l'agilité, d'aller pas assez loin dans le monde du développement, hein, pour faire simple, hein. Aujourd'hui, si le craft connaît le même sort que l'agilité, ben il y aura peut-être un autre truc qui va naître, mais l'idée même, elle va quand même être là, quoi. L'idée de ben on a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire correctement parce qu'on n'a pas compris l'essence de ce qu'on faisait, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et sur le grand sens des différentes cultures, où on parle de craft, d'agilité, de DevOps, de Lean. Ouais. En fait, on a plein de gros buzzwords culture qui sont qui se mettent en œuvre depuis quelques années, dizaines d'années, qui finalement cherchent un peu toutes et tous la même chose, hein, ces cultures. Et puis les gens qui participent à ces cultures, c'est à un moment donné, on cherche plus d'impact, plus de valeur, plus de potentiellement quotidien plus souhaitable, moins de gaspillage. On a beaucoup ça par exemple au niveau du lean, mais on l'a beaucoup aussi au niveau du craft, cette notion de gaspillage. On a beaucoup au niveau de l'agilité d'ailleurs, des fonctionnalités qui servent à des utilisateurs et pas des fonctionnalités qui sont hors sol et qu'on livre pour personne. Donc finalement, les piliers de ces cultures-là sont relativement similaires à mes yeux. Et je ne sais pas si c'est souhaitable, en tout cas si c'est un combat qui vaut le coup d'être mené, de réaligner tout le monde sur cette culture de craft, ou plutôt de se dire qu'en lâcher prise, qu'on a des cultures qui parlent à des populations légèrement différentes, parce qu'en fait notre corps de métier, enfin l'informatique au sens large, c'est basé sur des corps de métier différents. Je ne sais pas pourquoi on en est venu là, hein, mais je ne sais pas pourquoi on a des product owners, on a des développeurs, on a des DevOps, développeurs et développeuses en DevOps, on a des product managers. Donc on s'est mis des corps de métier différents, certainement pour une organisation du travail. Et donc, les thématiques qui arrivent dans cette culture sont légèrement différentes. Le pourquoi est-ce que le craft est associé à quelque chose de plus technique, plus technophile, au sens pas technophile de la technologie, mais au sens du développement du code en lui-même. C'est surtout, je pense, parce qu'il y a que les meet-up qui en parlent, les confs qui en parlent, les tables rondes qui en parlent, sont très très portés aussi des développeurs et développeuses. Et donc, on en vient souvent, par exemple, là dans cette table ronde, on a pas mal drifté pendant une bonne dizaine de minutes sur TDD, sur architecture hexagonale, donc sur des choses qui sont du quotidien des développeurs et développeuses, alors que dans les conflits, on va plus savoir des choses qui sont sur la partie impact, c'est la partie comment est-ce qu'on rattache la direction des C-level à du terrain, et donc ils vont plus parler à d'autres personnes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même une sorte de liant macro-communautaire autour de quatre grosses cultures. Et je ne sais pas si c'est un combat en soi de vouloir fédérer tout le monde autour du craft, ce que je veux dire. Mais après, ce qui est marrant, c'est que tu vois, enfin, en soi, le mouvement DevOps, ben, c'est plutôt de se dire que les devs et les ops, en fait, ça serait bien qu'ils se rapprochent. Au final, le mouvement craft, si tu parles de DDD, c'est bien que les devs se rapprochent du métier. Enfin, tu vois, en fait, on peut se dire que c'est Oui. des composantes différentes, mais dans le sens de où va les choses, c'est de se dire que on doit comprendre l'autre et on doit rapprocher nos pratiques. Donc il y a quand même, c'est là où il y a un petit peu de C'est vrai. trucs qui vont à des directions un petit peu opposées, quoi. Est-ce que justement, c'est pas parce que on a trop l'habitude de notre confort en étant ensemble dans notre communauté que justement, on n'échoue pas dans nos propres convictions? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que finalement, notre échec, c'est pas de ne pas arriver à travailler avec les autres communautés, les autres personnes, etc., et que c'est peut-être pas plus ça le truc qu'on devrait améliorer, la façon dont
Parce que le but du craft, pour moi, c'est d'apporter de la valeur aux gens qui vont nous utiliser, quoi. Donc, il y a apporter de la valeur si je suis juste développeur et que j'ai pas d'idée d'un produit ou d'idée de choses à apporter à un utilisateur ou d'idée d'un métier sur lequel travailler, ben, ça va pas m'être très utile, tu vois. Par contre, faire un peu tout, ça peut marcher des fois, hein, si on peut se lancer, mais à grande échelle, au bout d'un moment, ça marchera plus. Euh, donc, en fait, pour moi, si jamais on est dans une structure où on commence à avoir des silos, peut-être que c'est ça le problème à tacler, c'est qu'arriver à briser un peu ces silos pour que les gens arrivent à se parler, quoi. Et aller chercher des alliés dans les autres silos aussi. Et voilà, et là, Ouais. tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure, tu sais, on parlait d'approche top-down, bottom-up, etc. tout à l'heure, avec l'idée d'être supporté par parce qu'en fait, il y a aussi un rituel hein, dans les boîtes, hein. Il y a toute une hiérarchie, des fois une middle hiérarchie, etc., qu'on remet peu en question. Des fois, on peut la remettre en question, d'ailleurs, au passage. Peut-être qu'on peut plus travailler ça aussi. Et moi, des fois, je vois qu'il y a un sponsoring, par exemple, du top, mais pas du middle. Il y en a qui marchent en bas. Des fois, ça marche pas dans le bottom, ça marche au middle et au top. Et des fois, on n'arrive pas un peu à se mettre d'accord sur tout ça. Et peut-être que la strat, ça serait justement d'arriver à trouver un moyen d'aligner ça, d'arriver à avoir un rôle qui arrive à coordonner l'ensemble pour qu'il y ait une cohérence globale. Parce que souvent, la personne, en général, qui est tout en top, elle est vue par les gens d'en dessous comme ah bah ils vont nous mettre des délais parce qu'ils veulent que tel truc arrive à un moment et en haut ils disent juste j'aimerais bien avoir le minimal de trucs pour que ça avance mais ils veulent pas forcément tout le gros truc que des fois le middle va travailler pour dire ah ben on n'est pas sûr d'avoir ça donc on va demander ça et en fait on voit dans ces mécaniques qui sont finalement des systèmes des choses qui dysfonctionnent juste parce que bah, chacun ont des visions aussi de l'autre un peu différents. Je sais pas si je partager. Ouais, clairement. Et puis, si tu veux augmenter ton impact, au bout d'un moment, tu augmentes ton impact localement. Mais si tu veux augmenter ton impact, tu es obligé de t'étendre, d'aller voir ailleurs, d'aller voir les PO, d'aller voir le business, les métiers, etc. Et justement, là, enfin, quand tu parlais d'aligner les visions, pour moi, enfin, le terme coach, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est pas de venir dans une équipe apporter des pratiques. Un vrai coach, pour moi, il est capable justement d'essayer d'aligner les gens, que ça soit coach agile ou coach craft. Enfin, et pour moi, c'est des métiers qui sont assez politiques. Hein. Moi, j'ai jamais été à ce niveau-là de coaching. J'ai fait justement du coaching de bas level. Mais pour moi, un vrai coach, sa plus-value, c'est d'aligner les intérêts des gens et de comprendre de faire comprendre les contraintes de chacun. Et ça, des coachs, je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup qui soient bons, quoi. Non, mais en tout cas, ce qui était très très intéressant dans la partie multicommunautaire, c'est que je pense qu'il faut vraiment considérer le fait que les cultures, elles évoluent à des rythmes de maturité différents en fonction des thématiques. Typiquement, le craft est beaucoup plus éveillé sur les thématiques, sur la partie comment on construit la solution réellement, alors que le lean sera beaucoup plus éveillé sur la partie impact auprès des utilisateurs, des métiers, et certainement que le DevOps sera bien plus éveillé sur la partie comment dire surveillance, analytics, monitoring. Donc comment est-ce qu'on prend du feedback aussi un peu automatisé. Mais du coup, on a un peu une responsabilité d'aller veiller un petit peu dans toutes ces communautés et de se dire qu'est-ce qu'il y a de meilleur à prendre dans chaque communauté pour essayer de resservir avec le bon vocabulaire dans les bonnes communautés. Typiquement, si je prends une conf full orientée lean qui est plutôt portée vers des décideurs, des décideuses et qu'on la remet dans une conf craft, je suis pas sûr qu'on ait un super retour. Mais pour autant, si on transforme le message ou en tout cas on reprend le message et on le réadapte avec le bon jargon, le bon vocabulaire qui va parler à des devs, je pense qu'on commence à avoir un succès de multi-communauté. Donc comment est-ce qu'on fait pour recréer ce lien? Ça peut être très très intéressant avec tout le temps, effectivement, on en parle entre nous et donc le bon vocabulaire qui va être à trouver. C'est quelque chose de, je pense, assez complexe parce qu'on a tendance aussi à souvent un peu s'enfermer dans notre corps de métier et donc dans notre
porte communauté aussi un petit peu. Moi, je suis le premier à aller au Confcraft systématiquement, mais je suis pas le premier forcément à aller au Confline. Et je pense pour autant qu'il y aurait beaucoup de choses à aller choper au Confline pour le resservir au Confcraft différemment. Bah, arriver à sortir un peu toi de sa zone de confort pour aller voir d'autres communautés, c'est vrai que même si on a des choses qui essayent de le faire, par exemple sur Lyon, on a le hub qui s'appelle Lyon Tech Hub qui permet sur les communautés tech qui vont au-delà de la programmation, hein, d'essayer de se réunir autour de nos métiers. C'est effectivement moi ce que je constate, en tout cas je sais pas si c'est pareil pour toi Charles, mais moi ce que je constate chez les crafters c'est que la population des fois elle tourne un peu en rond. On retrouve une grande proportion des gens qui sont déjà là depuis un moment et même si de temps en temps il y a des nouvelles personnes qui arrivent, elles vont peut-être être accaparées par un groupe et pas forcément aller sur plusieurs groupes. Ou alors avec des groupes proches en termes d'idées et pas trop sortir ailleurs. Voilà. Je sais pas si toi, c'est un peu ce que tu constates aussi, mais moi, je le constate pas mal en tout cas. On a du mal avec ça. Oui, bah c'est un peu ce qu'on dit. On est allé vers le craft ou vers différentes communautés parce que soit on était en recherche de quelque chose, soit on avait un pain point à régler en recherche de quelque chose. On a trouvé quelque chose, on a trouvé plein d'outils qui nous ont apporté beaucoup de choses. Du coup, on reste un peu à cet endroit-là. Et peut-être que de temps en temps, il faut refaire un pas, aller vers d'autres choses, se forcer un petit peu, aller voir ailleurs. Et puis après, à revenir avec ce qu'on a emporté dans sa besace et de le reproposer aux gens qui sont restés dans le groupe. En tout cas, merci à vous pour la discussion. Là, on a dépassé les 13h30. Est-ce que vous voulez encore dire 2-3 trucs ou vous voulez qu'on clôt sur ces paroles? Moi, je veux bien juste passer un petit message. Ça marche. Après, ça fera conclusion ou pas, vous me direz. Mais c'est allez-y quoi. Testez des trucs. On pense qu'on n'a pas le temps, on pense qu'on n'a pas le droit, mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut challenger. On a souvent plus de liberté qu'on le pense. Vous mettez pas en danger, attention, mais souvent on a plus de liberté qu'on le pense. Moi, mon motto, c'est vaut mieux demander pardon que la permission. Donc, qui a été dit dans le chat. Hein qui a été dit dans le chat. C'est moi qui l'ai dit, mais c'est un adepte, je pense qu'il a. Donc allez-y, lancez-vous, testez des trucs. Je partage plutôt ça pour le coup. Ouais, vas-y, Hippo, tu dis. Regroupez-vous, c'est un peu la conclusion aussi de beaucoup de choses qu'on a dit. C'est faites-le pas tout seul, essayez de le faire par petit groupe qui va devenir un gros groupe. Tout seul, vous n'y arriverez pas, mais voilà, s'entourer de personnes motivées, de faire un noyau qui va petit à petit planter une graine et un jour transformer complètement, par exemple, la culture de la boîte, quoi. Yes. Et pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Charles. Vaut mieux demander pardon que permission. Faut essayer des choses. Et n'hésitez pas à vous forger déjà une sorte de filet de sécurité de pourquoi est-ce que vous aviez raison d'essayer ce genre de choses. Quand vous faites des expérimentations, collectez la valeur de cette expérimentation. Elle peut être chouette et ensuite elle peut être facilement communicable. Ça pourrait avoir beaucoup de valeur d'arriver à communiquer la valeur de ce que vous avez fait à votre, je sais pas, à votre PO, à votre PM, à votre sponsor, à votre CTO, pour essayer encore une fois de poser une graine quelque part d'autre et de la faire germer et que vous puissiez encore avoir d'autres itérations comme celle-ci. Puis n'hésitez pas à vous tromper en fait, vous avez le droit. La plupart du temps, on pense qu'on a un peu peur de l'échec peut-être. Et en réalité, échouer, c'est aussi une manière de voir les choses différemment et d'apprendre des choses de ça. Et c'est rarement une fin en soi et il vaut mieux parfois se prendre un petit échec rapidement qu'un gros échec tardivement. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un veut rajouter des choses, mais en tout cas, je peux parler sinon des événements qui vont venir. Si d'ailleurs vous voulez faire avant que j'annonce certains événements, est-ce qu'il y en a qui veulent faire un peu de la pub pour leur meet-up ou quoi que ce soit, n'hésitez pas si vous avez des événements de prévus ou pas. On a une table ronde, je ne sais pas si tu veux en parler Anthony, mais on a une table ronde ce soir sur l'agilité. Est-ce que Scrum Master, est-ce que Product Owner sont des rôles qui sont voués à disparaître?
Et donc, on va refaire une table ronde très, très participative ce soir sur l'agence de Lyon et en live Twitch, c'est ça, hein? C'est ça. Et on a aussi, moi, vu que je suis chez les Crafters Lyon, je crois qu'il y a un coding dojo lundi ou un truc comme ça, si je me gourre pas. Ouais, c'est ça, coding dojo du soir le 16. Et il y a aussi à Noël, alors là, pour le coup, chez les Crafters, on a un événement qu'on fait pas souvent, qui est des random lightning talk. Donc en gros, on va faire des lightning, donc des petits. C'est une présentation, c'est une petite presse qu'on va faire un peu au dernier moment en improvisation. Et le sujet sera un peu random. Donc quelqu'un va choisir un sujet pour nous, on va avoir quelques minutes pour le préparer, et après on va devoir parler de ce sujet. C'est plutôt pour de la prestation orale. Donc on voulait faire ça et ça sera le 26 en ligne hein, pour le coup. Donc date parfaitement choisie. Voilà. Voilà pour la Ouais. communauté des crafters. Bah, moi, je peux faire aussi ma pub pour côté Crafter Paris. Nous, le meet-up que j'organise, c'est plutôt, c'est que du présentiel. Donc pareil, Lightning Talk et Open Forum, c'est quasiment tout le temps le même format. Le prochain, ça sera le 21 janvier, je crois. Donc l'annonce sera faite courant janvier. Je vous mets le lien dans le chat. Et toi, Charles, t'as un truc sur le feu? Peut-être des prochaines confs, des trucs? Pas de jug pendant le mois de décembre, restez au chaud ou allez voir d'autres communautés. Et sinon, l'appel à sponsoring est ouvert pour Mixit. Donc, on cherche des sponsors. Si votre boîte veut montrer qu'elle est cool, dites-lui de sponsoriser Mixit. Et voilà, c'est à peu près tout. Et juste encore pour parler de conf, nous, on est en train on n'a pas encore commencé à préparer Lyon Craft, mais c'est bien prévu. Donc, on aura aussi une édition de Lyon Craft qui arrivera. Voilà, et merci à tous et à toutes, et à bientôt, à ce soir. Salut! Merci, Salut. au revoir. Merci beaucoup. Salut tout le monde.